Bonjour à tous. Pour le Zoom d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Fabrice Divisio. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors vous êtes fait connaître pendant la crise sanitaire du Covid-19, même si vous avez eu déjà des rôles très importants dans les scandales type Subutex ou Mediator, donc vous êtes spécialiste des questions de santé. Et H1N1 déjà. Et là, vous vous êtes fait connaître pendant la crise du Covid, puisque vous représentez le collectif C19, qui est un collectif de médecins. Au départ, il y en avait 3, beaucoup d'autres les ont rejoints. Et vous avez décidé de saisir la Cour de justice de la République pour alerter donc sur les responsabilités d'Olivier Véran, Agnès Buzyn, Édouard Philippe et Jérôme Salomon. Je n'oublie rien? Non, Jérôme Salomon, lui, a été visé par une enquête devant le parquet de Paris, puisqu'il n'est pas ministre. Mais effectivement, la Cour de justice a été saisie. Nous sommes même les premiers à l'avoir fait, d'ailleurs, dès le 20 mars. En réaction au propos d'Agnès Buzyn dans le journal Le Monde, notre sang n'a fait qu'un tour. Et immédiatement derrière, on a déposé une première plainte contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn. Plus tard, début avril, viendra effectivement une plainte contre Olivier Véran. Alors, vous avez déposé ces plaintes, vous avez lancé ces recours sur quel fondement, sur quelle base? En fait, on a déposé c'est compliqué de savoir sur quelle base, parce qu'on s'est pas mal arraché les cheveux sur le fait de savoir quel était le fondement possible. Et en fait, on en a trouvé qu'un, qui a été créé d'ailleurs quasiment que pour ça, l'article 223.7 du Code pénal, qui punit l'abstention volontaire de prendre des mesures propres à combattre un sinistre. Cet article, il n'a pas une antériorité très importante, puisqu'il a été utilisé une seule fois dans l'affaire de l'Erika, et c'est vraiment le procès de la responsabilité publique. Donc le Marée Noire. Tout à fait. C'est le procès de la responsabilité publique. Cet article, il a un privilège, c'est qu'il criminalise en fait une abstention, et il n'exige pas un lien en fait entre la faute pénale et, j'ai envie de dire, le préjudice de la victime, quelque part. Il n'est pas nécessaire d'agir pour contrevenir à la loi. C'est ça. Donc c'est vraiment l'abstention qui est intéressante. Et quand bien même cette abstention n'aurait pas entraîné de victimes, ce qui n'est pas le cas ici, mais quand bien même, parce qu'à l'époque où on a déposé, on n'avait pas tant de victimes. Donc quand bien même n'aurait-elle pas entraîné de victimes, il n'en demeure pas moins que le simple fait de s'être abstenu de prendre des mesures pour combattre le sinistre est punissable. Alors, évidemment, d'autres ont fait un choix différent, qui a été rejeté d'ailleurs. La Cour de justice de la République, la commission d'enquête n'a retenu que le nôtre, ce qui était assez logique. D'autres ont fait un choix qui est de dire on va partir dans de l'infraction involontaire, on va partir dans la mise en danger d'autrui. Tout ça, le problème, si vous voulez, c'est que dans cette affaire, on a assisté à quelque chose d'assez troublant, pour le juriste que je suis, c'est que très vite, on a basculé dans le domaine politique, en fait. Moi, au départ, quand je saisis un juge, je fais du droit. Je ne nie pas la dimension politique qui peut s'attacher à la saisine, mais c'est un fait que je fais du droit. Et très vite, derrière nous, se sont enchevêtrées un certain nombre d'autres plaintes dans lesquelles on a eu l'impression, en tout cas, qu'une dimension fortement politique contestataire, eh bien, effectivement, a animé leurs auteurs. Et ça nous a un peu mis en situation compliquée pour ce qui nous concerne, parce que nous, on n'est pas là dans une optique de déstabilisation de qui que ce soit. Moi, je suis avocat, mes clients sont médecins. On est là vraiment pour que le procès des responsabilités au sens juridique du terme soit fait. Et tout le débat dans cette affaire, c'est l'abstention volontaire. L'abstention, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui. Dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait quand il le fallait, il n'y a pas de problème. Mais tout le débat, c'est de savoir, est-ce que c'est volontairement qu'on s'est abstenu ? Et alors justement, cette abstention volontaire porterait sur quelle chose? Sur le manque de masques, sur le manque de places en soins intensifs? Alors précisément, elle porterait, selon moi, sur d'abord, effectivement, la question des masques, et notamment les masques pour les soignants. Même si on va voir que ça va poser un problème, parce que la commission d'enquête parlementaire a mis au jour ce que je craignais, c'est-à-dire une forme d'hyper-administrativisation de l'État, avec une administration sans contrôle, qui est incapable de faire appliquer certains textes. Parce qu'on a beaucoup discuté de savoir, finalement, qui devait protéger les soignants. On a dit l'État, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est d'abord les hôpitaux qui doivent protéger les soignants, depuis 2013. Est-ce que les hôpitaux ont reçu l'information? C'est un débat qu'on va avoir. Dans tous les cas, il reste les fameux stocks stratégiques. Il reste les fameux stocks stratégiques qui ont fondu comme neige au soleil et où, effectivement, Agnès Buzyn nous explique devant la commission d'enquête parlementaire qu'elle ignorait, en fait, qu'il n'y avait plus de masques. C'est ça qu'elle nous dit quand même. Pourtant, un rapport avait été fourni par Jérôme Salomon, qui était à l'époque directeur de cabinet. Tout à fait. Mais elle vous dit, ces choses-là ne remontent pas au ministre.
C'est rassurant. De constater qu'effectivement, j'espère que ce serait intéressant de savoir ce qui remonte au ministre, ça m'intéresse du coup depuis. Pas le nombre de pilules d'iode non plus, non plus apparemment, effectivement, j'allais y venir, non plus. Donc au moins, j'étais un peu inquiet avant, je le suis maintenant vraiment. Donc j'ai dans mon garage, maintenant j'ai choisi effectivement de faire mon propre stock stratégique de masques et de pilules d'iode, ça va aller plus vite, hein. C'est le principe de subsidiarité. Mais incontestablement, si vous voulez, c'est sur la question des masques. Un vrai problème. Parce que, pour la population, effectivement, on vous dit qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur la question des masques, avant aujourd'hui. Mais en fait, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que le consensus scientifique, on s'en fout, quelque part. Le fait est que j'ai un virus qui circule, il est notoire, au moins depuis le plan pandémie grippale, que les masques servent à éviter une propagation du virus. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on ne les avait pas, ça ne facilite pas les choses. Les soignants libéraux, en tout cas, n'avaient absolument rien. Et deuxième élément qui m'a posé problème dans cette affaire, c'est concrètement, notamment, la question des tests. On n'a testé personne, mis à part le professeur Raoult, effectivement, en France. Ça se demandait si Marseille n'a pas fait sécession en fait, dans cette histoire, parce que, je ne sais pas, il a testé effectivement absolument quasiment plus que l'Allemagne, à lui tout seul. Et de l'autre côté, partout en France, j'entendais De Frécy vous dire dans la commission d'enquête, oui, mais on n'avait pas les moyens de tester. Mais alors comment le professeur Raoult avait les moyens de tester, tandis que les autres ne les avaient pas. Ce qui contrevenait d'ailleurs aux mesures préconisées par l'OMS. Mais ce qui contrevenait aux mesures préconisées par l'OMS dès le 30 janvier. Il faut savoir que... Et aux mesures préconisées par le bon sens, soit dit en passant. Par le bon sens. Si vous ne testez pas, que vous ne soignez pas, que vous ne protégez pas, il va arriver à un moment donné où vous allez vous retrouver effectivement en situation compliquée quand même. Pas très... Voilà. Mais il faut savoir que quand même, il y a un indice qui aurait dû conduire à quand même une prise en compte. 6 fois, l'urgence sanitaire internationale, depuis 1964, a été déclenchée 6 fois. Donc quand l'OMS déclenche l'urgence sanitaire internationale, c'est que là, tout à coup, on peut commencer tous à s'inquiéter un petit peu. J'entends Mme Buzyn qui vous dit « Oui, mais elle ne l'a fait que le 30 janvier ». Oui, alors c'est quand même mal connaître le rôle de l'OMS que de dire ça. Mais le fait est qu'ils y pensaient depuis un moment, et donc ils l'ont quand même fait, et nous, on n'était pas prêts. Mais troisième point qui m'a posé problème, c'est les clusters. On a eu dès le départ des clusters, à Creil par exemple. Dans l'Oise, oui. Dans l'Oise. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, il y a un cluster, on va confiner, mais on a confiné à la française. C'est-à-dire qu'on a confiné, alors qu'en Italie, quand ils ont confiné, ils ont délimité des zones dans lesquelles on ne pouvait pas sortir. Là, ils ont confiné, mais ce confinement n'avait aucune valeur opérationnelle, puisque concrètement, on a eu le droit d'aller jusqu'à Paris, on a retrouvé, on le sait maintenant, des gens de Creil qui ont continué d'aller travailler à Paris, et qui donc ont été des super contaminants, parce qu'on n'a pas isolé les gens. Si on avait finalement identifié les clusters, isolé les clusters, les confinés, on aurait évité une propagation effectivement du virus. C'est pas complètement étonnant si l'Île-de-France a été un des premiers clusters ensuite touchés, clusters géants touchés. On a vu Mulhouse, mais on l'explique. Mais l'Île-de-France aussi, on l'explique. On aurait évité cette propagation. Et enfin, dernier point, si vous voulez bien. Il y a un truc, moi, qui me perturbe. Si vous vous souvenez, on avait dit phase 1, phase 2, phase 3 de l'épidémie. Et on nous a expliqué qu'on était en phase 3 de l'épidémie, vous vous souvenez de cette histoire, le virus est à nos portes, le virus arrive, bientôt. On marchait sur les plateaux de télé à l'époque en disant, attendez, il faut vraiment, moi j'ai un problème là, si le virus il arrive et qu'il n'est pas encore là, on va tous être dans une situation compliquée, parce que moi mes clients me disent que là, ils voient déjà 40 à 50 patients avec des symptômes anormaux la journée. Et quand vous dites ça, on vous dit non, c'est pas vrai. Excusez-moi, c'est pas vrai. Ils les voient vraiment, les patients. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, attendez, on va se mettre d'accord. Les patients, ils les voient, je vous dis. Donc, on était là mi-février, fin février, et on avait déjà une énorme circulation du virus. À tel point, d'ailleurs, que pas très loin de chez vous, d'ailleurs, ici, moi, je suis avocat d'une veuve, d'un médecin généraliste, qui explique ça très très bien, qui dit, mais nous, un matin, on s'est retrouvés avec 40 patients à 8 heures, avec de la toux, avec des symptômes très curieux, et aucun moyen de protection. Et quand on a appelé l'ARS, quand on a interpellé les autorités, on a dit non, c'est pas le Covid. Ben non, puisqu'on n'est pas en phase 3. Donc les généralistes ne voient pas le Covid, vous ne verrez le Covid que quand vous serez en phase 3. Donc on a eu une espèce de logique complètement inversée de bout en bout qui a conduit au drame qu'on a connu. Et c'est totalement insensé, si vous voulez.
Alors très concrètement, qu'attendez-vous des plaintes que vous avez déposées, qu'il s'agisse de la Cour de justice de la République ou des autres juridictions pour ce qui concerne Jérôme Salomon? Alors, j'attends d'abord la vérité. Cette vérité, vous ne pouviez pas l'attendre de la commission d'enquête parlementaire? Alors, c'est une question intéressante. J'y ai jamais cru à la commission d'enquête parlementaire dès le départ. Pourquoi j'y ai jamais cru? Eh bien parce que je ne sais pas quel est ce monde dans lequel on cherche à faire la vérité sans responsabilité. C'est-à-dire que la vérité, elle peut vous conduire à un moment donné dans une logique de groupe, dans une logique communautaire, d'identifier un responsable. Ben, je veux dire, le problème, c'est que cette commission d'enquête parlementaire, d'emblée, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, elles ont annoncé la couleur, leur président en tout cas, en disant « nous ne sommes pas là pour chercher des responsables ». Mais alors ça m'interroge. Si on trouve un responsable, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, du coup, on ne le trouve pas. Mais alors, si je ne cherche pas de responsable, si j'en trouve pas, si je m'interdis de faire un procès, en tout cas une recherche en responsabilité, je m'interdis d'avoir la vérité. Alors on a trouvé, admettons, pourquoi pas. Alors on m'a répondu là-dessus. On m'a dit non, vous confondez, monsieur. Vous avez d'un côté la justice, de l'autre la commission d'enquête. Nous, on est structurel. On n'est pas là pour faire un procès en conjoncture, on est là pour faire une recherche structurelle, pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors d'abord, c'est pas la peine de réunir une commission d'enquête pour le savoir, ça j'aurais pu leur dire, moi. Et deux, du coup, c'est intéressant de regarder ces travaux. Les travaux, ils vous montrent quoi? Qu'en fait, droite et gauche viennent au banc des presque accusés qui ne sont pas accusés, et finalement avec une commission d'enquête parlementaire qui est composée de qui? Du Parlement. Le Parlement qui a fait quoi durant des années? Qui a voté toutes les réformes qu'il critique aujourd'hui, et qui a coupé systématiquement les budgets de l'hôpital. Enfin, souvent, c'était les parlements précédents. Et certainement. Mais il ne vous aura pas échappé que les parlements précédents, au moins de temps en temps, appartenaient à une majorité différente. Bien sûr. Ce qui sous-entend que nous avons là une commission d'enquête parlementaire qui vient fustiger un système dont elle est à l'origine. Et pour bien enfoncer le clou, nous avons un gouvernement, aujourd'hui, présidé, dirigé par un Jean Castex, qui est quand même celui qui est à l'origine de tous les problèmes que nous avons. Enfin, je veux dire, j'en sais rien. Ce que vous voulez nous dire, c'est que finalement, la commission d'enquête parlementaire est jugée partie, quelque part. Ce que je veux dire, c'est que je m'amuse beaucoup, et pourtant c'est pas très drôle d'écouter ces débats. Je m'amuse beaucoup devant ma télé. Écoutez M. Ciotti dire à chaque fois, il a cette formule extraordinaire, est-ce que les coupes budgétaires ne sont pas à l'origine des problèmes que vous avez rencontrés? Mais enfin, pardon, Choupinet, mais les coupes budgétaires, c'est toi qui les as votées. C'est la droite qui les a votées. Puis après, vous avez effectivement socialistes qui viennent vous dire oui, mais enfin bon, est-ce que quand même cette politique de libéralisation de l'hôpital avec la tarification à l'activité, enfin pardon, mais la tarification à l'activité, c'est toi qui l'as votée. C'est ton Parlement qui l'a voté, c'est ta majorité qui l'a voté. Et l'autre l'a entériné. Donc vous avez, c'est très amusant ce truc, vous avez un système qui fait son autoprocès, mais qui ne s'en rend pas compte. Pardon, maître Divisio, mais finalement, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec votre intention, votre volonté d'intenter des actions en justice? Parce que finalement, là, ce que l'on comprend avec votre critique de la commission d'enquête parlementaire, c'est qu'effectivement, il y a un problème structurel qui est du fait des élus, certes, mais pas du fait des responsables en place au gouvernement. C'est parce que vous confondez une responsabilité systémique avec une responsabilité individuelle. Je veux dire, j'ai un exemple très précis. Nous avons en 2013, c'est un choix politique, fait le choix de ne plus avoir de stock stratégique de masques. Bon, c'est un choix assumé? Il faut assumer. Du coup, comment Mme Buzyn... Mais l'est-il assumé justement? Mais c'est ça le problème. C'est qu'il y a peut-être une responsabilité de celui qui a fait ce choix-là. Mais cette responsabilité, c'est pas elle qui a engendré 30 000 morts. Celui qui a engendré 30 000 morts, c'est celui qui n'est pas allé compter dans le tiroir à chaussettes combien on avait de masques, quoi. Je veux dire, c'est ça le problème de fond, si vous voulez. Le problème de fond, c'est qui m'amuse dans cette histoire, c'est qu'on dit, mais c'est de la faute quand même de Xavier Bertrand, c'est de la faute de Marisol Touraine. Oui, peut-être. N'empêche qu'à un moment donné, le ministre en exercice au moment de la pandémie, c'était Mme Buzyn. Donc, et alors regardez, il y a un truc extraordinaire qui vient vous montrer les limites de cette commission d'enquête. Il y a un débat que tout le monde se pose. Les masques, vous les avez commandés ou pas? Oui. Ok, prouvez-le-moi. Montrez-moi les bons de commande.
Jérôme Salomon, devant la commission d'enquête, a dit oui, je vous les fournirai. Et la commission d'enquête, ça lui pose aucun problème de ne pas les avoir. Donc il ne les a pas fournis? Absolument pas. Vous êtes sûr de cela? Alors, pourquoi j'en suis sûr? Parce que j'ai moi-même écrit à la commission d'enquête pour dire, écoutez, maintenant ça commence à un tout petit peu m'énerver cette histoire, donc je vous préviens, soit vous entendez mes clients, parce qu'on a quand même dit que les médecins généralistes avaient fermé leur cabinet pendant le Covid, donc ils étaient contents de l'apprendre. Donc moi, ils vont venir vous raconter un peu ce qu'ils ont vécu. C'est surprenant au vu du nombre de tout à fait. généralistes qui sont décédés d'ailleurs. Je veux dire, bref, on est en France. On n'est pas à une connerie près, donc une de plus ou une de moins à raconter, c'est pas très grave. Mais en fait, concrètement, j'aurais dit, moi, voilà, je veux qu'ils soient entendus. Soit ils sont entendus, soit je vous fais dessaisir, c'est simple. La coup de fil paniqué d'un attaché parlementaire, d'un des membres de la commission d'enquête, donc de l'opposition actuelle, enfin tout le monde est dans l'opposition actuellement, ou tout le monde est dans la majorité, ça dépend. Mais question de vent. Voilà, question de vent. Et qui m'appelle et qui me dit, non mais attendez, très intéressant cette conversation, il ne faut pas faire ça. Et pourquoi? Parce qu'on cherche la vérité. La chercher, c'est une chose, la trouver, c'en est une autre. Et qui m'explique à ce moment-là que Jérôme Salomon, parce que je cherchais à démontrer, si vous voulez, que cette commission d'enquête, et Dieu sait, ça a été objet de débats assez violents sur les plateaux télé avec ça, n'a aucun pouvoir. Zéro, aucun. Et quel pouvoir de demander, mais si en face, on ne veut pas vous donner, potentiellement, effectivement, on peut saisir le juge, potentiellement. Maintenant, et donc, je dis, voilà, mais bien, il n'y a aucun pouvoir, on n'a toujours pas les bons de commande. Ah, mais on les a demandés. Non, mais ça, j'en doute pas. La question, c'est est-ce que vous les avez eus? Bien sûr. Je dis, mais on va les avoir. Oui, mais quand? Donc, on va les avoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne les avez pas eus. Non, mais M. Salomon s'est engagé à nous les transmettre. Mais il vous a donné un délai? Parce que techniquement, si vous n'avez pas donné de délai, il ne commet pas d'infraction. Hein. Oui, bien sûr. Et donc, il y a le problème. Alors que je lui ai expliqué que dans un juge d'instruction, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un juge d'instruction, ça prend sa police, ça va dans le cabinet du ministre, ça prend les affaires qu'il a envie de prendre et ça repart avec. Donc ça, c'est une recherche de la vérité. Concrète, je veux dire. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la présidente de la commission d'enquête parlementaire, donc Brigitte Bourguignon, est désormais aux côtés du ministre de la Santé, Olivier Véran. Donc, on imagine qu'elle est de fait destituée de la présidence de la commission d'enquête. Qui la remplace, le sait-on? Elle n'est pas de fait, elle est de droit. Oui, de droit. C'est pire que ça. Autant pour moi. C'est pire que ça. Non, elle est de droit. A priori, l'exécutif ne peut pas effectivement siéger dans une commission d'enquête parlementaire. Pas encore. Pas encore. Ça va peut-être pas tarder, mais pas encore. Il faudrait une réforme constitutionnelle. Je crois que c'est le en même temps très contemporain. Bien sûr. Mais voilà. Mais alors, qui la remplace? Personne. Du coup, quand vous allez dans l'organigramme, vous n'avez plus que des vice-présidents. Vous avez une commission d'enquête sans président. Donc elle n'a pas vocation à être remplacée? Vocation, j'ai envie de vous dire que si, mais les vocations, vous savez... ça se compte sur les doigts d'une main. C'est les vocations... En même temps, être président de la commission d'enquête parlementaire, je ne sais pas si c'est très sexy comme poste, là, en ce moment. Vous voyez, ça lui aura servi de tremplin, visiblement. Ouais. C'est peut-être un cadeau empoisonné, hein, après. Être dans un gouvernement comme celui-là, il y a certains qui ont mieux fait de s'abstenir, à mon avis. Alors, j'aimerais revenir sur un petit détail. Vous avez évoqué tout à l'heure que vous étiez également avocat dans le cadre de la grippe aviaire, donc H1N1. On a vu également Roselyne Bachelot participer donc, aux auditions de la commission d'enquête parlementaire. Elle a répondu à certaines questions. Elle a d'ailleurs expliqué que les Français devaient se prendre en main et qu'ils ne devaient donc pas tout attendre de l'État. Justement, si on fait preuve de bonne foi, est-ce que finalement on ne peut pas considérer que ce gouvernement et les gouvernements successifs n'ont pas renouvelé les stocks stratégiques dont on a beaucoup parlé, précisément parce qu'il avait été fait beaucoup de remarques et de critiques à l'égard de Roselyne Bachelot qui avait été, selon certains, trop précautionneuse vis-à-vis de cette grippe H1N1 qui n'a finalement pas fait beaucoup de morts? Alors d'abord, et que les imbéciles pour reprocher à Roselyne Bachelot d'avoir été trop précautionneuse, ça n'existe pas ça. Pas ça qui a été reproché à Roselyne Bachelot. Pas le principal problème. Ce qui a été reproché à Roselyne Bachelot, c'est d'être stupide. Ce qui est un reproche fondé, en l'occurrence. Elle est stupide à 2 titres. Quel a été le problème de H1N1? Il y a eu 3 problèmes dans H1N1. Il faut bien comprendre que le premier problème, c'est qu'on a fait des stocks de masques. Ok, ça n'a pas servi. Alors, ça n'a pas servi, mais néanmoins, on ne peut pas lui reprocher d'avoir voulu effectivement les stocker. Jusque-là, et que la Cour des comptes lui fait ce reproche, ça prouve bien qu'on a un problème dans ce pays où on n'en sortira jamais. Parce que là, actuellement, je vois bien ce qui va se dessiner en réponse. Qu'est-ce qui va se dessiner? On va renouveler des stocks stratégiques de masques, on va entreposer ça je ne sais pas où. Finalement, dans 4 ans, la Cour des comptes va nous dire que ça coûte trop cher parce qu'il n'y a pas eu d'épidémie. Du coup, effectivement, on va brûler les stocks de masques qui sont périmés, on ne va pas les renouveler, et on va recommencer ça comme ça, c'est un peu un cercle infernal, quoi. Hein. Le problème de Roselyne Bachelot, c'était pas la protection, c'était tout le reste.
les vaccins. Il faut quand même savoir que j'avais été un des seuls à l'époque à venir mettre au jour que ces vaccins me posaient un problème majeur, c'est que le laboratoire, dans les contrats qu'il a signés avec l'État, dégageait toute responsabilité quant effectivement aux effets secondaires du vaccin parce qu'ils n'avaient pas été testés suffisamment. Alors, un cas de figure qui pourrait se produire ce fameux si le laboratoire refuse d'endosser la responsabilité de son produit, vous m'excusez si c'est pas à moi de le faire quand même. Hein. Donc avant de me faire vacciner, bon, tout de suite là, et d'ailleurs on a eu des cas depuis effectivement de narcolepsie due au virus, dû au vaccin. Quoi. Bon. Et troisième élément qui pose problème avec Bachelot, c'est qu'elle a complètement géré cette crise en dépit du bon sens, mais exactement comme ce qui s'est passé là. Vous avez une crise, vous voulez effectivement gérer une crise, admettons, laissons tomber la question de la vaccination et de son problème, mais vous voulez faire vacciner des gens, adressez-vous à la médecine libérale. N'allez pas effectivement envoyer les gens dans des espèces de vaccinodromes absolument dingues. Moi j'ai assisté à des trucs où vous aviez des médecins spécialistes réquisitionnés par arrêté pour aller donner un avis sur une vaccination alors que les types en étaient largement incapables. Et on a fait ça en dépit du bon sens. Le problème de Roselyne Bachelot, c'est qu'aujourd'hui tout le monde la réhabilite. Mais parce que nous sommes dans un pays qui n'a absolument aucune mémoire et aucune culture. C'est tout. Et d'ailleurs, ça la preuve, on l'a nommé au ministère. Donc c'est bien la preuve que, ministère de la Culture, Roselyne Bachelot, pardon, si c'est bien la preuve, effectivement, qu'on a un problème dans ce pays. Le problème, c'est qu'on a géré cette crise en dépit du bon sens, et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous n'avons pas de politique de santé publique. Ça n'intéresse pas la santé publique. La seule chose qui intéresse dans ce pays, c'est l'écologie. Ah ça oui, je veux dire, mettre des éoliennes partout pour ensuite dire, j'ai un dossier, un gros dossier des éoliennes, mettre des éoliennes partout pour ensuite dire que non, c'est pas lié. Les dommages que subissent les animaux et les hommes, ça, non, c'est écologique, donc c'est pas grave. Venir emmerder les gens pour le diesel, ça c'est pareil. Mais avoir une politique de santé publique, ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'on est condamné à revivre en permanence ce qu'on a subi. Je veux dire, juste un mot. On vous dit, ah mais attention, le problème c'est qu'on a fermé des lits à l'hôpital. Mais je veux dire, c'est pas ça le problème. C'est pas de fermer des lits à l'hôpital. C'est quelle est ma capacité en cas de crise à les réactiver, ces lits. Je veux dire, c'est pas ça le problème. Oui, mais c'est qu'on manque de personnel. Non, ça c'est pareil. Je manque de personnel, peut-être, mais ma capacité à réactiver en temps de crise, je veux dire, c'est ça qui est insensé, si vous voulez, dans cette histoire. C'est qu'on n'a aucune capacité d'adaptation parce qu'on n'a aucune politique de santé publique. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous représentez donc un collectif de médecins, vous représentez aussi, si j'ai bien saisi, des familles de victimes du Covid-19. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur les personnes âgées qui ont payé un lourd tribut pendant cette crise du Covid-19. Comment voyez-vous les choses à ce niveau ? Je les vois comme... Il y a eu un dysfonctionnement structurel avec les personnes âgées, avec les EHPAD, c'est très clair. On a tué des gens. Enfin, je veux dire, faut appeler un chat un chat. On a effectivement, sinon tué, en tout cas, on a facilité un passage vers la mort de certaines personnes au motif qu'un séjour en réanimation aurait été traumatisant pour elles et que moi, j'ai des exemples de situations qu'on a refusé d'hospitaliser. Bon. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, plus que ça, certaines fois, dans certaines situations, l'oxygénothérapie, était réservée à l'hôpital. On ne pouvait pas, en maison de retraite, mettre de l'oxygénothérapie, par exemple. Alors que plusieurs patients, souvent en maison de retraite, en bénéficient d'ailleurs. Bien sûr. Et la question qui s'est posée, on a eu un débat pendant ce Covid sur le Rivotril. Le fameux Rivotril qu'on a accusé. Le fameux décret Rivotril. Alors, je suis très embarrassé parce que non, ce n'est pas un décret qui facilite l'euthanasie, mais il s'avère que c'est vrai que le Rivotril n'est pas réellement adapté dans la fin de vie. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de marche arrière possible avec le Rivotril. On n'a pas toute cette latitude qu'on a avec effectivement d'autres spécialités. Mais pourquoi on s'est retrouvé là ? Mais parce que les caisses sont vides. On n'avait plus d'autres médicaments. C'est ça le problème. Et donc, si vous ne soignez pas les gens et que vous ne les hospitalisez pas, au moins, il faut les sédater. Bien sûr. Finalement, le gouvernement nous a un peu placés dans la situation du fameux sondage de l'ADMD, l'aide pour mourir dans la dignité, où on demandait aux gens si vous avez une maladie incurable, atrocement douloureuse et que vous savez que vous ne pouvez pas vous en sortir, est-ce que vous voudriez que quelqu'un vous aide à l'euthanasie ? Ça va plus loin. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est que je ne comprends pas bien ce qui s'est passé dans cette histoire.
Je ne veux pas rentrer dans le débat de la chloroquine, savoir si ça marche ou ça ne marche pas, mais nous avions là un vivier assez extraordinaire pour tester effectivement de l'azithromycine et de la chloroquine, grandeur nature, en fait. Nous avions la possibilité de le faire. Chez ces gens, de toute façon, dont on savait qu'il ne serait rien fait, que nous coûtait la possibilité de les traiter avec un traitement dont il semble aujourd'hui, en tout cas... Mais certains affirmaient alors que c'était nocif, non, mais, je veux dire, plus négatif que positif. On ne peut pas faire à un moment donné, on des parle cobayes de gens, avec les personnes âgées. Non, il ne s'agit pas de faire des cobayes. Il s'agit effectivement, à un moment donné, de se dire, j'ai le choix entre mettre un traitement qui potentiellement marche, ou un traitement où, alors effectivement, vous voyez ces gens à la mort. C'est ça qu'on est en train de dire. Hein. Sauf que, visiblement, les autorités pensaient que c'était un traitement qui potentiellement pouvait être davantage dangereux que rien. Je vais vous dire, vous venez d'identifier le problème, c'est que les autorités pensent. Si elles arrêtaient de penser, je suis sûr qu'on irait effectivement plus vite. C'est peut-être un des problèmes, c'est qu'elles pensent. Elles pensent à tort et à travers, et elles parlent à tort et à travers aussi. Sur la chloroquine, c'est un faux débat. Il y a un faux débat. Je suis désolé, c'est un faux débat. Je ne sais pas si ça marche, mais on n'a pas le droit de dire que la chloroquine est dangereuse. On n'a pas le droit de le dire. Ça, on n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Eh bien, d'accord. On a le droit de dire que ça marche pas, mais on n'a pas le droit de dire que c'est dangereux. C'est pas possible. Ça peut être dangereux sur les patients qui ont des difficultés cardiaques, ça, on le sait, c'est avéré. Vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui ont fait médecine. Oui, mais ça, vous ne pouvez pas le nier tout de même. Et vous ne pouvez pas nier non plus que dans les maisons de retraite, il y a forcément une surreprésentation des problèmes cardiaques. Je ne nie rien. Je dis juste que nous avons testé dans le groupe de médecins assez important qui est le nôtre, l'azithromycine dans un certain nombre de maisons de retraite où il y avait eu un cas et nous avons mis tout le monde. Ils ont mis tout le monde sous prophylaxie sur l'azithromycine. On va me dire que c'est un hasard, mais ils l'ont testé sur un certain nombre de maisons de retraite. Et curieusement, il n'y a pas eu de contamination. L'azithromycine, donc l'antibiotique. L'antibiotique. Et que curieusement, je veux bien qu'on me dise que c'est un hasard peut-être, mais personne n'a évoqué la dangerosité de l'azithromycine, uniquement de l'hydroxychloroquine. À cette réserve près que la DGS vous a quand même dit qu'il ne fallait pas le prescrire. Certes. Il y a quand même une moyenne de notes. Donc maintenant, un macrolide sur effectivement une pneumopathie interstitielle, ça devient dangereux. Et ça va être facile de soigner les gens dans les années qui viennent. Mais je veux dire, c'est là où ces gens sont stupides. Parce que finalement, comment vous contournez l'obstacle ? Vous ne mettiez pas de l'azithromycine, vous mettiez une autre spécialité, des macrolides. Et donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que dans les maisons de retraite, ça interroge un autre point. Y a-t-il eu, ou non, des consignes pour refuser un traitement, en tout cas une réanimation, à ces gens? Alors j'entends bien, on vient me dire non, c'est pas vrai. Et de fait, quand on lit, on a l'impression que non, c'est pas vrai. Sauf que les témoignages qui nous remontent... Plusieurs acteurs l'ont affirmé, bien sûr. Et les témoignages qui nous remontent semblent dire... Même l'adjoint à la mairie de Paris, d'ailleurs. Complètement. Les témoignages qui nous remontent semblent dire qu'il y a quand même eu un problème. Et moi, j'ai un exemple, parler de famille de victimes, alors c'est pas en EHPAD, mais une victime sur Montpellier, qui effectivement, sa maman va vraiment pas bien, elle appelle le SAMU. Le SAMU lui dit, pas de problème, Montpellier, on n'était pas sur un cluster, on n'était pas sur une zone tendue. Le SAMU, on lui dit, écoutez, pas de problème, on vous envoie une ambulance. Incidemment, on demande l'âge de la maman, elle donne son âge, et là, tout à coup, on lui dit, écoutez, c'est important qu'elle prenne un peu de temps, on verra elle va aller mieux d'ici quelques jours. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a fait appel à une ambulance privée qu'elle a payée sur ses deniers personnels, qu'elle a emmenée en clinique privée sur ses deniers personnels, toujours, et sa maman a été soignée, pour le coup. Oui, il y avait de la place, d'ailleurs. Oui, il y a de la place, bien sûr, et elle a été soignée. Donc, moi, je fais le procès de personne, je suis avocat de médecin, je vais pas faire le procès des médecins, quand même. Mais néanmoins, ça interroge, à un moment donné, sur ce qui s'est passé. Ça interroge Quelles sont les consignes qui ont été données aux médecins régulateurs, notamment ? Aux médecins régulateurs. Et comment ont-elles été accueillies ? Alors, vous allez toucher, en disant ça, un tabou qui est assez important, c'est toucher au SAMU de France. J'aime beaucoup le SAMU, Dieu sait si effectivement c'est une institution pour laquelle j'ai beaucoup de respect, mais il faut faire très attention quand on va s'engager dans ce débat-là. Et la raison pour laquelle moi j'ai pas voulu engager le débat de la chloroquine, du Rivotril, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi je sais ce qu'allait se passer à la fin de la fin. Celle qui allait payer, c'était la petite infirmière de l'EHPAD payée 3 francs 6 sous, qui a subi un premier traumatisme et qui allait en subir un deuxième par le procès, parce qu'elle allait se faire lâcher par toute la chaîne. À la fin de la fin, quelqu'un l'a fait, l'injection. Et tout portera à croire que c'est pas un médecin qui l'a fait. Bien sûr. En tout cas, il y a tout un tas de zones d'ombre sur lesquelles il va falloir revenir là-dessus. Et ça interroge en dernier lieu, sur l'image aussi qu'on veut de notre société, sur là où on en est dans notre société. Ce Covid, il a révélé puissamment au niveau des personnes âgées notamment, sur le fait que ça quand même interroge. Et je vais jeter un pavé dans la mare en disant, je m'amuse à moitié,
de ce qu'on s'indigne, de ce que finalement des personnes âgées sont mortes dans l'indifférence, là où le personnel des maisons de retraite que je connais bien vous dit que d'habitude, le vrai problème, c'est de savoir quelle est la famille de la personne âgée. Il y a des personnes âgées qui n'ont pas reçu de visite depuis 1 an. Vous avez quand même des... Covid ou pas Covid. Covid ou pas Covid. Vous avez quand même des résidents qui vous disent que le Skype, c'est génial, parce qu'au moins, ils voient leurs petits-enfants maintenant. Donc, attention à l'indignation sélective. Et attention à nos propres responsabilités sur la façon dont nous traitons les générations qui nous ont précédés aussi dans cette affaire. C'est très important ce que vous dites. Alors j'aimerais revenir sur un dernier point juste avant de terminer, parce qu'on a déjà explosé le temps comme prévu. Vous avez donc déposé des saisies à la Cour de justice de la République, on l'a dit. Vous êtes aussi attaqué, entre guillemets, à Jérôme Salomon. Mais vous avez également déposé des recours au Conseil d'État. On parle beaucoup aujourd'hui du manque d'indépendance de la justice, du manque d'indépendance entre les différentes juridictions. Que faut-il penser de tout cela? Quelles attitudes avez-vous reçues de la part de ces hautes autorités? Alors, je suis en train d'écrire un ouvrage là-dessus d'ailleurs, sur le Conseil d'État. Le Conseil d'État, jamais plus qu'aujourd'hui, les Français ont découvert le référé liberté. C'est important le référé liberté. Il y a 90 plaintes qui ont été déposées dans la Cour de justice. Il y a 240 référés liberté ont été déposés dans le Conseil d'État. Référé liberté, vous savez ce que c'est. C'est quand vous considérez que l'action de l'administration, de l'État, viole une liberté fondamentale. Et le juge est le gardien des libertés fondamentales. Qu'est-ce qu'on a dans cette affaire? Un juge des référés, liberté, qui a été capable de vous dire que maintenir des gens en prison sans juge était nécessaire, justifié par l'état d'urgence, et n'était pas contraire aux libertés fondamentales. Vous avez un juge qui a été capable de vous dire qu'on peut déroger par arrêté ministériel à une liberté de prescription instituée par la loi. Ça s'appelle un coup d'État. Et ça porte un nom en droit, c'est un coup d'État, la violation de la séparation des pouvoirs. On a abrogé la Constitution, on l'a déchirée, fin de l'histoire. On a eu un juge, si vous voulez, tout au long de cette crise, qui a été le bras armé du gouvernement. Il faut être clair, hein. Conseil d'État, il faut savoir que, quand même on le sait, hein, les publicistes ont une expression, juger c'est encore administrer. Ça veut tout dire. Hein. Je suis en train d'écrire un ouvrage sur un point qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est qu'on a tous appris, depuis 1917, conclusion du commissaire du gouvernement Corneille, sous un arrêt du Conseil d'État, il y a une formule que tous les juristes ont en tête, la liberté est la règle, la police, la restriction, l'exception. Eh bien, pour la première fois de l'histoire, probablement, on est passé exactement à la situation inverse. Où une crise sanitaire d'une envergure tout à fait, j'ai envie de dire, gérable quand même, hein, n'est pas Ebola, hein, nous aura permis de nous confronter à notre vision des libertés. Alors moi, je m'amuse quand j'entends que derrière, juste derrière la crise, là, qui n'est pas tout à fait finie, mais quand même, derrière la crise, on a les black machins, là, dont j'arrive pas, Black Lives machin, là. Black Lives Matter. Voilà, c'est machin, voilà, machin. Et avec effectivement, de l'autre, des gens qui proclament, qui crient leur soif de liberté. Ils étaient où pendant le Covid? Ils étaient où pendant le Covid? Ils étaient où quand, effectivement, on a violé la Constitution? Ils étaient où quand, concrètement, vous avez dans l'arrêt Jeune Médecin, un truc extrêmement intéressant, 22 mars 2020, un Conseil d'État qui vous dit « Ouais, il faut des masques pour protéger la population. » Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne peux pas imposer au gouvernement de vous donner des masques s'il n'y en a pas. Mais c'est une blague. C'est une blague. Le juge des référés, il est là pour constater la violation. Donc tu me dis qu'il y a une violation, mais tu refuses de la constater. Alors, alors, une question intéressante. Est-ce que c'est un lien avec le fait que Édouard Philippe venait du Conseil d'État? Certains diront que oui. Je n'ai pas la réponse. On peut le présumer. Mais, c'est-à-dire que vous avez un truc extraordinaire qui s'est produit. Et tant et si bien que la Cour de cassation, par exemple, je prends la rétention provisoire. Quand la Cour de cassation des détenus, on dit « Attends, tu me renvoies en prison sans juge, là ?» La Cour de cassation s'est saisie du dossier. Elle a dit « Non, ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. » Donc on voit ce que c'est que la Cour de cassation qui, elle, appartient pas au même corps. Parce que bon, les conseillers d'État, si vous voulez, quand on choisit un poste dans l'administration ou un poste au Conseil d'État. C'est l'école d'administration. Et donc on voit que dans ce temps de crise, l'objectif du Conseil d'État n'a pas été d'abord de venir exercer un rôle de juge indépendant et impartial, mais de venir finalement justifier un certain nombre de mesures imposées par un état d'urgence sanitaire qui, selon lui, méritait qu'on fasse une espèce d'équilibre en faveur
de l'autorité, en faveur, avec une certaine conception du bien commun et de l'intérêt général. Ce qui s'est passé là, avec le Conseil d'État, est juste dramatique. Parce que je vous garantis que s'il y a un truc que je sais, que ma vie m'a appris, ma vie professionnelle m'a appris, c'est que les libertés, quand on vous les emprunte, on vous les rend jamais. Jamais. Eh bien, ce sera le mot de la fin, pas très encourageant. Merci beaucoup, Maître Divisio. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de laisser vos commentaires. À bientôt.